Ben, merci Céline, merci Alexis. J'avais vraiment hâte de présenter à ce groupe. C'est la première fois que je présente à la communauté de pratique. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur donner un survol, un aperçu des rôles et responsabilités des proches aidants qui soutiennent des patients atteints de cancer. Je vais aussi parler de l'impact sur leur propre santé ainsi que leurs principaux besoins en matière d'information et de soutien. Et je vais conclure avec deux interventions que nous avons développées, Faire face ensemble et Tempo. Nous savons que c'est sûr que le fardeau des soins pour le cancer sont plus gérables uniquement par les milieux de soins en milieu hospitalier. C'est pas unique en oncologie, c'est à travers tous les départements, si on veut. On constate une transition vers les soins ambulatoires. C'est sûr qu'on a eu certaines périodes que cette transition-là était plus accrue, mais il ne faut pas oublier que ça continue, même avec des nouveaux traitements pour le cancer. Une fois qu'on sent que c'est sécuritaire pour les patients de gérer ceux-ci à la maison, souvent c'est en soins ambulatoires qui sont livrés. Et dans ce contexte-là, c'est sûr que les patients et les professionnels de la santé comptent de plus en plus sur les personnes proches aidantes pour gérer la maladie au quotidien entre les rendez-vous. Fait que ça se traduit quand même que le cancer se classe au deuxième rang des maladies nécessitant le plus fréquemment l'aide d'une personne proche aidante. Ce qui veut dire, c'est un Canadien sur 10 quand même qui a été proche aidant pour quelqu'un, qui a été ou est proche aidant pour quelqu'un atteint d'un cancer. Donc, ça représente quand même un sous-groupe de proches aidants très important. Donc, on sait que les proches aidants assument beaucoup de responsabilités et la barre, elle est haute, elle est peut-être même trop haute. En moyenne, dans nos études, les proches aidants de patients atteints de cancer déclarent environ consacrer 10 heures à leur rôle et à leurs responsabilités, mais ça peut aller jusqu'à 30 heures. C'est sûr que c'est un sous-groupe plus petit, mais pour eux, ça représente quand même presque un emploi à temps plein. Nous savons que les proches aidants doivent entreprendre des tâches de soins directs. Ils participent aussi aux activités de la vie quotidienne et pour certains, ils doivent prendre en charge des tâches ménagères supplémentaires. Interagir avec l'équipe soignante, faire en sorte que leur point de vue et celui du patient soient valorisés, veiller à ce que le reste de la famille soit au courant de la situation et apporter un soutien émotionnel aux patients sont parmi les rôles que les proches aidants, dans un contexte d'oncologie, jouent, mais qui trouvent aussi les plus difficiles et pour lesquels ils nous disent qu'ils ont moins de confiance pour exécuter ces rôles-là. L'une des raisons pour lesquelles les proches aidants trouvent leurs interactions avec les professionnels de la santé un peu, des fois, difficiles, c'est qu'ils se sentent souvent invisibles pour ceux-ci. Comme un proche aidant dans une de nos études nous a dit, il dit: «À l'hôpital, nous ne sommes rien, mais je ne comprends pas parce que si nous n'étions pas là, tout s'effondrerait». Une autre proche aidante nous a dit: «Je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait vraiment déjà parlé en tant que proche aidant». Et dans la dernière citation, le proche aidant ici nous dit qu'il se sent vraiment comme le chauffeur qui amène le patient au rendez-vous et le ramène à la maison, mais vouloir vraiment participer davantage dans le processus de guérison et dans la gestion de la maladie, mais jamais inclus dans ce processus-là. Donc, l'implication des proches, on le sait qu'en ce moment, vraiment réduit la demande qui pèse sur le système de santé et généralement, on voit des impacts très positifs pour le patient. Mais on sait aussi que ça a un impact quand même souvent assez néfaste sur leur santé. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons mené une étude sur 5 ans avec 547 proches aidants. Leur avons donné un sondage à 6 mois après le diagnostic du patient de cancer, 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans après. Donc, j'ai passé 4 ans lorsque j'étais en Australie pour faire cette étude-là et à ce moment-là, c'était la deuxième plus grande étude longitudinale sur les proches aidants. L'autre avait été faite aux États-Unis. Donc, bien que ces résultats que je vais vous présenter ne proviennent pas du Québec, au fil des années depuis mon retour au Québec, j'ai vraiment remarqué des tendances très similaires dans d'autres études de moins grande envergure. Mais comme il s'agit vraiment d'une des plus grandes études longitudinales au point de vue international et aussi
C'est vraiment la fondation de plusieurs programmes qu'ensuite que nous avons développés pour les proches aidants au Québec et nous avons vu des grandes acceptabilités. Fait qu'il y a vraiment une cohérence, là, des similitudes. Donc, je crois que vraiment que les conclusions de cette étude se transfèrent beaucoup aux proches aidants au Québec et qu'il faut en tenir compte dans nos interactions avec les proches aidants et lorsqu'on pense à des programmes et des services et des interventions. Donc, à travers ces différentes collectes de données-là, on a donné quand même un questionnaire qui était quand même charnu. Il y avait plusieurs échelles à compléter. On était intéressé à documenter l'anxiété, la dépression, les besoins en matière de soutien et d'information, la qualité de vie, l'adaptation, le soutien social. Donc, vraiment un aperçu très global de la situation du proche aidant à travers ces différentes phases suite au diagnostic de cancer. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'anxiété et les besoins en matière de soutien, mais ça me fait vraiment plaisir de répondre à des questions concernant les autres facettes. Donc, quand ça vient à l'anxiété a été mesurée au moyen de l'échelle que vous voyez ici. C'est l'échelle d'anxiété de dépression en milieu hospitalier. C'est une échelle validée avec les proches aidants. Il y a 14 items, dont 7 items mesurent l'anxiété. Et pourquoi on choisit cette échelle-là? C'est qu'elle a vraiment des seuils, des pointages qui nous indiquent des niveaux d'anxiété qui deviennent inquiétants. Donc, le pointage varie entre 0 à 21. Un pointage de 8 à 10, on dit de l'anxiété limite, mais quand même significatif cliniquement. Donc, si un proche aidant a un 8 ou 8, 9, 10 sur cette échelle-là, c'est quand même un niveau d'anxiété qu'il faut s'attarder. Et 11 et plus, c'est vraiment de l'anxiété qu'on considère étant clinique et requiert des soins spécialisés. Donc ici, vous voyez les résultats. Donc sur ce graphique, la colonne bleu foncé représente le niveau d'anxiété chez les proches aidants et la colonne bleu pâle, celui des patients, parce qu'on a aussi donné le même questionnaire aux patients. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient quand même qu'à 6 mois, il y a 34 des proches aidants qui ont signalé une anxiété 8 ou plus. Donc, cliniquement, c'est un groupe de proches aidants qu'il faut penser à intervenir. Donc, c'est plus qu'est-ce qu'on s'attend dans la population en général. Fait que ça, c'est une des premières conclusions. C'est sûr que les proches aidants rapportent plus d'anxiété. Au fil du temps, on remarque une diminution de l'anxiété. Donc, dans une certaine mesure, on s'y attend. Qu'est-ce qu'on s'y attend peut-être un peu moins? C'est qu'à travers le temps, on voit tout le temps que la colonne bleu foncé est plus haute que celle qui est bleu pâle. Donc, il y a plus de proches aidants qui rapportent de l'anxiété que les patients et c'est significatif, particulièrement dans les 2 premières années. Donc, même si on comprend qu'à travers le temps, ben, c'est sûr, on est de plus en plus loin du diagnostic, donc peut-être qu'on voit une anxiété qui diminue au fil du temps. Nous, quand même, qu'est-ce qui nous intéressait, c'était de penser, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ça diminue à travers le temps, mais peut-être que pour certains sous-groupes de proches aidants, eux autres, ils ont plus d'anxiété à travers le temps. Peut-être qu'il y a certains proches aidants qui ont de l'anxiété chronique. Donc, on ne voit pas ça quand on regarde des moyennes. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a une façon d'essayer d'identifier quels sont les sous-groupes distincts ou les trajectoires distinctes d'anxiété à travers notre échantillon, quand même, encore là, qui était de 550. Donc, c'est quand même beaucoup de proches aidants qu'on regarde pour une longue période de temps. Donc, voici les résultats qu'on voit ici d'essayer de voir quel genre de sous-groupe de proches aidants qu'on avait dans notre échantillon. Encore là, on regarde à travers 5 ans quand même, suite au diagnostic de cancer. On utilise, c'est la même échelle. Donc, on se rappelle, de 8 à 10, on est inquiet quand même. De 11 et plus, on est très, très inquiet. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est quand même qu'il y a 2 groupes de proches aidants qui sont sous les seuils qu'on s'inquiète quand ça vient à l'anxiété. C'est une anxiété qui est quand même stable, mais à des seuils qui sont à un pointage qui est quand même sous les valeurs critiques. Moi, je veux quand même souligner qu'il y a un groupe de proches aidants, presque à 33 qui connaît des niveaux d'anxiété qu'on considérerait chroniques. Mais encore là, je veux vraiment souligner que c'est des niveaux qu'on s'inquiète, puis c'est plus que ce qu'on voit dans la population en général. Puis encore plus inquiétant, c'est qu'on a quand même un sous-groupe, je suis d'accord, c'est 11 mais ça veut dire quand même qu'il y a un sous-groupe de proches aidants qui, à travers 5 ans, ont un niveau d'anxiété qui est au-delà du seuil de clinique.
Donc ça, c'est vraiment un sous-groupe de proches aidants qui n'avaient pas accès à des services spécialisés pour les aider à gérer ce niveau d'anxiété-là, mais quand même qui est très élevé. Donc, notre prochaine question, c'est à savoir, mais c'est qui dans le groupe 3 et 4? Quel genre de profil de proche aidant se trouve dans ces sous-groupes élevés-là? Nous avons examiné deux groupes de variables, les caractéristiques démographiques et les enjeux psychosociaux. Donc, je vous laisse peut-être juste une minute regarder quel genre de variables qu'on a examiné. Donc, des variables traditionnelles quand ça vient à l'âge, le sexe et les enjeux psychosociaux, tant qu'au fardeau, au soutien social. Aucune des caractéristiques démographiques ne laissait présager qu'une personne allait faire partie du groupe, des groupes 3-4, des groupes qu'on est inquiet. Donc là, on se retrouve avec les enjeux psychosociaux. Parmi les enjeux psychosociaux, on s'est rendu compte que les personnes présentant une forte tendance à l'évitement de la situation, donc le déni, peut-être l'utilisation de substances illicites, ceux qui subissent beaucoup d'interférences dans leurs activités quotidiennes à cause de leur rôle de proche aidant, sont plus susceptibles de se retrouver dans les groupes vivant à un degré d'anxiété élevé. Tandis que ceux qui avaient un soutien, mais pas n'importe quel soutien, un soutien émotionnel ou informationnel et une meilleure santé physique, étaient moins probables de se trouver dans les groupes d'anxiété élevés. Ce qui est encourageant pour nous, c'est que ce sont aussi des variables qu'on peut inclure dans nos interventions avec les proches aidants, dans nos programmes et dans nos services pour améliorer ces variables-là et en espérant ainsi avoir un impact sur l'anxiété. Donc, pour nous, ça commence à nous donner des pistes d'intervention et de programmation. Outre l'anxiété, on le sait que les proches aidants de personnes atteintes de cancer signalent aussi de la dépression. Donc, on a fait les mêmes genres d'analyses avec la variable dépression. On a trouvé des résultats similaires. On sait aussi que plusieurs études démontrent que les proches aidants des patients vivant avec un cancer ont des problèmes de santé physique, mais à cause de leur rôle. Qu'est-ce qui est intéressant dans nos études, lorsqu'on demande aux proches aidants quelles sont les conséquences de leur rôle, souvent ils associent que les symptômes physiques sont une manifestation de leur détresse émotionnelle. Donc, quand on leur demande souvent aussi quel genre d'intervention qu'ils voudraient, ils veulent souvent qu'on ait des interventions axées sur leurs préoccupations émotionnelles parce que à travers ça, ben là, ils vont pouvoir, les symptômes physiques vont diminuer. Donc ça, je trouvais intéressant de leur perspective, comment ils vivent certains des impacts. Les proches aidants font face aussi à des défis pratiques tels que l'équilibre entre s'ils ont des enfants à la maison, mais aussi leur rôle de proche aidant avec leurs parents. Le fait de devoir s'absenter du travail pourrait aussi avoir des répercussions sur leurs revenus. Et quand ça vient aux défis sociaux, l'un des plus fréquents qui revient dans nos études, c'est l'isolement. Nous reconnaissons souvent que l'existence du sentiment d'isolement chez les proches aidants, mais ce sentiment ne vient pas seulement du fait de ne pas participer aux activités sociales. Je pense que souvent, c'est ce qu'on pense quand les proches aidants disent « Ah, je me sens isolée ». Nous, ce qu'on a trouvé, c'est plus parce que le sentiment d'isolement vient parce que leur partenaire ou la personne à qui ils sont proches aidants n'est plus là pour eux ou n'est plus disponible. Donc, comme l'a dit l'une des proches aidantes qui a participé dans nos études, vous êtes toujours avec cette personne et vous vous appuyez toujours sur elle depuis aussi longtemps que vous êtes ensemble. Puis tout d'un coup, elle est là, mais elle n'est pas vraiment. Il n'y a pas personne dans votre vie vers qui vous pouvez vous tourner. C'était bizarre de ne pas pouvoir discuter des problèmes avec quelqu'un à qui je parlais tout le temps. Vous vous sentez isolé. Donc, c'est pour ça, des fois, les proches aidants nous disent, ben, lorsque la recommandation est comme, ben, prends du temps pour toi, sors, va voir tes amis, et pas nécessairement ce qu'ils veulent quand ils disent qu'ils se sentent isolés. Donc, des fois, il faut aller voir c'est quoi la cause du sentiment d'isolement. Nous avons fait une recension des écrits parce que vous vous souviendrez que dans la diapositive sur les facteurs prédictifs d'un niveau d'anxiété élevé, l'un des facteurs était l'interférence dans les activités quotidiennes des proches aidants. Et l'une des raisons pour ceci, c'est que plusieurs proches aidants n'ont pas accès à l'information et le soutien qu'ils ont besoin.
Et lors de l'une de nos recensions, on a quand même trouvé que 68% des proches aidants ont besoin de plus d'informations et de soutien. C'est quand même assez élevé. Et encore plus inquiétant pour nous, c'est que presque 50% prodiguent des soins médicaux complexes sans aucune formation préalable. Et comme le dit l'un des proches aidants dans une de nos études, ils nous ont dit, ben, vous savez qu'on s'attend à ce que vous soyez l'équivalent d'un préposé aux bénéficiaires du jour au lendemain, mais personne ne vous dit comment le faire. Donc là, pour les prochaines diapositives de ma présentation, on va regarder c'est quoi les besoins d'information des proches aidants pour personnes atteintes de cancer. Mais peut-être avant ça, Céline, on pourrait lancer le nuage de mots. Il est lancé. Dans le Ah, fond, il est lancé, je ne le vois pas, désolée. Vous pouvez regarder dans le clavardage. Vous allez le voir, Madame Lambert. Mais sinon, les participants, là, vous devriez voir une fenêtre apparaître qui vous demande là, de dire, à votre avis, quels sont les besoins des personnes proches aidantes de personnes atteintes de cancer. Bon, je l'ai eu cette fois-là. Est-ce que tu le vois? Oui, maintenant je le vois, merci. Parfait. Je vais attendre quelques minutes. Donc, on a quand même beaucoup de réponses. Donc, je vois soutien, écoute, soutien psychosocial, gestion des symptômes, reconnaissance, formation. Parfait. Mais vous allez voir plusieurs de ceux-ci, je vais en discuter. Fait que je vais aller à la prochaine diapositive. Donc, voici le sondage qu'on a donné aux proches aidants pour savoir quels étaient leurs besoins. Donc, notre étude avait presque 550 proches aidants. Nous avons utilisé le sondage sur les besoins en matière de soutien et d'information. C'est un sondage qui a quand même 47 items et les proches aidants pouvaient nous indiquer s'il n'y avait pas de besoin, donc ce n'était pas applicable parce que peut-être que ce n'était pas pertinent pour eux, ou peut-être que le besoin était satisfait. Donc, c'est ça que vous avez sous pas de besoin. Ou peut-être qu'il y en a un besoin et ce besoin-là est léger, modéré ou élevé. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de ces sondages-là? Encore là, on a 5 années de sondages qu'on a donnés. Similaire à notre recension des écrits, on a trouvé qu'il y avait 60% des proches aidants qui nous ont dit qu'il y avait au moins un besoin, que ça diminue à travers le temps, tant mieux, mais il y a quand même une augmentation à 5 ans. En cancérologie, 5 ans est souvent le temps que ça prend pour dire qu'on est en rémission d'un cancer. Donc, c'est sûr qu'on a des proches aidants à travers différents types de cancers, dont des cancers peut-être à une rémission plus élevée ou plus basse. Donc, peut-être qu'il explique un peu pourquoi qu'on voit une augmentation du nombre de besoins vers 5 ans. Donc, à 6 mois, il y avait quand même 7 items que les proches aidants identifiaient comme avoir besoin quand même de besoins modérés à élevés. On voit qu'une diminution à travers le temps, mais à 5 ans, il y a quand même 4 besoins là, qui restent non comblés qu'ils ont déclarés. Fait que ça, c'est le non. Mais qu'est-ce qu'il y en est de qu'est-ce qu'ils ont besoin, de qu'est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient? Vous voyez ici le graphique qui énumère les besoins. Donc, si on regarde les besoins, le top 5 des besoins non satisfaits à 6 mois, vous allez voir que quelques-uns étaient dans le nuage de mots. Donc, on parlait de support psychosocial. Donc, on a géré des inquiétudes à propos de la possibilité que le cancer revienne, réduire le stress chez la personne atteinte de cancer, comprendre l'expérience de cette personne, trouver l'équilibre entre nos besoins comme proches aidants et ceux de la personne avec le cancer, et adresser vos peurs à l'égard de la détérioration de l'état physique et mental de la personne. Donc ça, c'était dans le top 5 des besoins non comblés, pas satisfaits des proches aidants. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant dans notre étude, c'est qu'on l'a à 6 mois, on l'a à 1 an, on l'a à 2 ans. Là, si on recommence à regarder, qu'est-ce qui arrive à travers le temps? Donc, sur cette diapositive-là, la barre bleue représente le nombre de proches aidants indiquant que chaque besoin n'est pas satisfait à 6 mois. La barre grise,
les mêmes besoins, mais à 1 an. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que souvent, il y a une tendance selon laquelle certains besoins continuent d'être non satisfaits, bien qu'ils conservent leur importance, parce que si c'est satisfait ou ce n'est pas applicable, il y avait une option de le mettre sur le sondage. Donc, au fil du temps, ces besoins-là restent non comblés. Si on fait la même chose à 2 ans, à 3,5 ans, à 5 ans, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'année ou sondage après sondage après sondage, les 8 besoins que vous voyez à l'écran étaient identifiés comme importants, mais non satisfaits, et vraiment avoir un besoin modéré à élevé pour les combler. Donc, ceci inclut réduire le stress, gérer des inquiétudes à propos de la possibilité que le cancer revienne, gérer l'impact que le cancer a eu sur votre relation, comprendre l'expérience de la personne atteinte, trouver l'équilibre entre les besoins des deux personnes, s'ajuster au changement du corps de la personne, aborder les problèmes de votre vie sexuelle et affronter vos sentiments lorsque vous pensez à la mort. Fait que ça, c'est de 6 mois à 5 ans. Sondage après sondage, ces besoins-là étaient... C'est pour ça que je les appelle les besoins fondamentaux. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'à partir d'1 an, il y a comme 3 besoins qui commencent à émerger de plus en plus, qui ne sont pas satisfaits. Et nous, ce qu'on a remarqué dans cette tendance-là, c'est qu'ils semblent être des besoins plus axés sur l'auto-soin et la santé du proche aidant, lui ou elle-même. Donc, peut-être la première année, on est vraiment axé plus sur les besoins du patient, mais plus que le temps avance, on commence à refléter sur l'impact que ça a eu sur nous et on veut faire attention à notre propre santé, on veut obtenir un soutien émotionnel pour soi-même. Vous vous rappelez, la diapo précédente, c'était soutenir le stress de la personne atteinte. Mais là, à un moment donné, on se dit, ben, moi aussi, ça a un impact, j'ai besoin d'un soutien, moi aussi. Et prendre des décisions à propos de ma vie dans un contexte incertain. Donc, ces 8 besoins fondamentaux, plus les 3 besoins par rapport plus à la santé du proche aidant, commencent vraiment à nous orienter vers des interventions potentielles et des programmes qui vont répondre à ces besoins-là. En général, il y a beaucoup d'interventions qui ont été publiées dans la recherche dans les 20 dernières années pour soutenir les proches aidants de personnes atteintes de cancer. En général, les éléments clés de ces interventions incluent donner de l'information sur le cancer, les traitements, l'enseignement de techniques de gestion du stress telles que la résolution de problèmes, la restructuration cognitive et la relaxation. Souvent, ces interventions ont une composante d'auto-soin, d'autogestion pour tous les autres impacts que la maladie peut avoir et aussi améliorer la capacité des patients et des proches aidants à faire face ensemble à la maladie. Est-ce que ces interventions-là vaut la peine? La réponse est oui. Oui pour le proche aidant et oui pour le patient. Donc, on se rend compte que si on a une intervention avec le patient, ça a des impacts positifs aussi sur le patient. Ça augmente la qualité de vie, l'auto-efficacité, la communication, l'adaptation. Ça diminue la souffrance physique, le détresse psychologique. Puis, on voit des effets jusqu'à 1 an plus tard. Alors, pourquoi que ce n'est pas disponible? Parce que souvent, lorsque l'étude finit, l'intervention finit, est retirée des milieux, puis la pérennité, il n'y a pas de pérennité dans le fond, dans la plupart des cas. Pourquoi? Souvent, ces interventions-là sont menées par des professionnels de la santé hautement qualifiés, ce qui présage une restriction quand même dans la pérennité due au coût élevé de la disponibilité des professionnels. Je ne dis pas que ces interventions ne doivent pas être réalisées par des professionnels de la santé, mais la question que nous devons nous poser, étant donné les ressources limitées du système, est-ce que tous les proches aidants ont besoin d'une intervention de haute intensité? Puis quand je veux dire haute intensité, la plupart des interventions de proches aidants, c'est 12 sessions de 2 à 3 tous les mercredis pendant 12 semaines. Semaine 1, on parle de communication. Semaine 2, on parle de stress. Et ensuite, donc, est-ce qu'il existe des moyens plus efficaces, puis peut-être qu'on pourrait avoir une meilleure pérennité pour quand même qu'il y ait un soutien minimal? Donc, c'est un peu sur la question qu'on s'est attardé, mon équipe. Mais il y a aussi le fait qu'on reconnaît que les patients et les proches aidants aussi, qui pourraient bénéficier de ces interventions-là, même quand ils sont offerts, n'y accèdent pas. Pourquoi?
c'est pas dans mon coin, je retourne chez moi, je veux pas revenir au centre de cancérologie, je dois y aller déjà assez souvent. Je suis trop occupée, ça répond pas à mes attentes. Mon besoin, c'est pas pour la communication, c'est pour peut-être qu'est-ce qu'on parle dans la semaine 8. Ben, j'attendrai pas 8 semaines pour m'y rendre à ce sujet-là. Donc, c'est ces raisons-là que pour nous, on s'est penché un peu plus sur un modèle, si on veut, davantage autodidacte avec 2 interventions que mon équipe a développées. Encore là, c'est pas pour dire que ça peut pas être utilisé par les professionnels en santé, bien au contraire. Nous, on s'est axé vraiment sur des outils que les professionnels pourraient utiliser et se sentir confortables de faire un référencement vers ces ressources-là pour les proches aidants, sachant que ce sont des ressources ancrées dans les données probantes, mais leur utilisation par les proches aidants ne dépend pas de leur mise en œuvre dans le système de santé, mais on espère qu'éventuellement, ils seront disponibles parce qu'on a gardé la pérennité en tête dès le début. Donc, ici, on dit nous encourageons les gens à s'impliquer dans leur propre sauvetage. Donc, nous, ce qu'on a essayé de développer, c'est des gilets de sauvetage pour ces gens-là. Donc, vous pouvez, si vous vous rappelez, il y avait 11% des proches aidants vraiment qui étaient dans la trajectoire d'anxiété la plus élevée, requérant des soins spécialisés. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un très grand nombre de proches aidants, quand ça vient à l'anxiété et aux autres problématiques, qui sont dans une fourchette où nous savons que si nous pouvons vraiment donner ce soutien émotionnel et informationnel, vous vous rappelez, c'est un des facteurs qui prédisait l'anxiété, mais peut-être à faible intensité, mais de haute qualité, que ça va être efficace. Puis ça, on le sait, puis c'est ça qu'on veut dire par l'autogestion. Donc, nous, on a développé, notre premier programme qu'on a développé, c'est Faire face ensemble. La raison d'être de ce programme, c'est vraiment d'offrir des ressources d'autogestion, des outils d'autogestion, des stratégies concrètes aux patients et leurs proches aidants. Donc, c'est vraiment voulu d'être utilisé ensemble pour faciliter la prise en charge de la maladie. On ne donne pas de l'information sur c'est quoi le cancer, c'est quoi le traitement. C'est vraiment, ça veut être une boîte à outils, si on veut, pour vraiment faciliter la prise en charge. La pièce maîtresse de cette boîte à outils-là, ou l'outil principal, c'est une série de 6 livres qui présente des stratégies pratiques, vraiment pratico-pratiques, jour le jour. Je ne sais pas quoi faire quand le patient se met à pleurer, je ne sais pas quoi faire quand il est fâché, j'ai de la misère à lui parler, je ne sais pas quoi faire quand que toute ma famille m'appelle, puis je veux dire non, mais je ne sais pas comment dire non. Donc, les stratégies qu'on suggère traitent des défis que vous voyez ici, tels que gérer les symptômes, vivre avec le stress, se soutenir l'un l'autre, obtenir ce qu'on a besoin, prendre ses propres décisions en matière de traitement et obtenir le soutien qu'on a besoin. Lorsque vous regardez cette liste, probablement que vous reconnaissez plusieurs des sujets dont on a discuté en début de présentation, l'anxiété, les facteurs associés avec l'anxiété, certains des principaux besoins non comblés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris les résultats de nos études, ceux qui étaient déjà dans la littérature, on a traduit ça dans une boîte à outils pratico-pratique pour le jour, pour le patient et son proche aidant. Ça ne veut pas dire que tout le monde est supposé lire les 6 livres, absolument pas. On a vraiment développé des outils de navigation tels que le graphique que vous voyez à l'écran. Donc, ça veut vraiment qu'on cible les défis, les défis qui sont pour nous, qu'on confronte. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, ce graphique-là vient du livret Comment obtenir ce qu'on a besoin de notre équipe de professionnels de la santé. Donc, vous voyez à gauche, on dit bon, les défis qui sont abordés par ce livret. Donc, c'est très facile d'identifier. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas quelles questions poser, on ne sait pas à qui le poser. On quitte nos rendez-vous, on a l'impression qu'on n'a pas obtenu ce que nous attendions. Donc, on choisit le défi. Ensuite, on voit un aperçu de la stratégie proposée et on navigue à la page recommandée. Donc, en général, les gens ont 2, 3, on a vu dans nos études environ 7 défis qui diminuent à travers le temps. Puis, les patients, les proches aidants ont différents défis. Donc, vraiment, les gens choisissent et chaque défi est traité à l'intérieur de 5 à 7 pages. Fait que ça ne fait pas autant de lecture que les 6 livres. C'est sûr qu'il y a un 10-15% qui lisent tous les livres, mais ce n'est pas comme ça que l'intervention a été conçue.
On a aussi fait une étude d'acceptabilité pour voir si on donne ça à des patients des proches aidants, est-ce qu'ils vont l'utiliser? Et donc, on l'a donné à 27 patients, 14 de leurs proches aidants. Puis nous nous sommes rapidement rendus compte, durant des entrevues semi-dirigées, que les patients et les proches aidants avaient vraiment un grand intérêt et un grand besoin pour ce type de ressources. Puis vraiment, ils ont soutenu le choix d'avoir une ressource autodidacte, autodirigée. Puis un sous-groupe de patients ont même préféré ce format à un groupe de soutien. Souvent, quand je parle à des cliniciens, c'est ce qu'ils me disent: j'ai essayé de faire un groupe de soutien, j'ai essayé de faire un workshop, mais personne ne vient. Alors, les proches aidants nous disaient qu'ils ne se sentent pas toujours confortables dans ce format-là, mais le format autodidacte, vraiment, ça allait pour eux. Il y avait aussi 2 aspects de l'intervention, qui distinguaient faire face ensemble aux autres ressources disponibles. Puis c'est vraiment le fait qu'on parle de stratégie pratique, là. Vous ne savez pas les questions que vous voulez poser à votre professionnel de la santé. Selon 10 ans d'études, voici les stratégies. Puis il y a des études qui démontrent c'est quoi les stratégies, c'est quoi les outils, ça a été validé et évalué à répétition. Donc nous, on traduit tout ça pour qu'ils puissent l'utiliser. Et l'accent aussi du fait que c'est mis sur le patient et son proche aidant, vraiment ensemble. Dans les entrevues semi-dirigées, on nous a parlé de beaucoup d'avantages, de bénéfices d'utiliser Faire face ensemble, de leur perspective. Donc vraiment, quand on leur demandait, selon vous, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser ce programme? On nous disait oui, ça a augmenté ma sensibilisation face aux enjeux à venir. Ça a favorisé mon autogestion et la prise de décision de façon autonome. Ça l'a normalisé. Puis des fois, juste le normaliser, ça voulait dire beaucoup pour les proches aidants, de savoir que je ne suis pas seule, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est juste moi. Mettre les patients et les proches aidants en contact avec d'autres personnes et services. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait l'organisme communautaire, cet organisme-là communautaire disponible pour moi. Servir de complément au soutien offert par les professionnels de la santé. Quand je partais, quand notre oncologue nous a dit: ah oui, on peut faire telle affaire pour nous aider à gérer tel symptôme, mais tu sais, c'était vite, on sortait du rendez-vous. Bien, ce livret-là n'en parlait, mais donnait plus d'informations, comment le faire au jour le jour et donner de l'espoir. Donner de l'espoir qu'on n'est pas obligé de vivre avec de l'anxiété, que quand il y a des ressources qui sont disponibles, il faut savoir où aller, donc qu'il était possible de faire quelque chose pour s'en sortir. Donc, voici quelques citations de proches aidants par rapport à l'avantage qu'eux ont perçu d'utiliser Faire face ensemble. Donc, comme un proche aidant nous a dit, surtout pour les gens qui n'ont jamais abordé les problèmes de communication, les problèmes relationnels ou ceux qui n'ont jamais même pensé que la respiration profonde pourrait les aider, lire quelque chose comme ça et se dire: oh mon Dieu, wow, vous savez, vous pouvez faire ça, c'est vraiment, vraiment utile. C'est vraiment l'aspect pratico-pratique au jour le jour. Un autre proche aidant nous a dit: je pense que c'est bon parce que les autres ressources ne m'ont pas vraiment dit comment faire face à beaucoup de ces choses, alors que ces livres avaient tendance à donner beaucoup plus d'informations approfondies que je jugeais nécessaires. Donc, l'autre programme que nous avons développé, c'est pour numériser vraiment l'intervention Faire face ensemble. Nous avons aussi ajouté à Faire face ensemble un programme d'exercice, d'activité physique à domicile, principalement axé sur la marche, pour les proches aidants, puis vraiment pour répondre. Vous vous rappelez quand on a regardé les besoins des proches aidants, il y avait les 8 besoins fondamentaux et ensuite il y avait les 3 besoins qu'à travers le temps, vraiment les proches aidants avaient identifié un besoin pour l'auto-soin, pour prendre soin de sa santé, surtout via l'activité physique qui avait été mentionnée. Puis ça leur ressorti dans nos entrevues de Faire face ensemble aussi. Souvent, quand on leur demande qu'est-ce qui manque, mais ils disaient: ben, il manque quelque chose sur la nutrition, il manque quelque chose sur l'activité physique. Donc, Tempo est notre deuxième programme. Puis les objectifs de Tempo, c'est vraiment d'accroître le répertoire des stratégies d'autogestion, toujours axé sur le jour, le pratico-pratique, des hommes atteints d'un cancer de la prostate. On a eu un financement pour commencer avec ce sous-groupe de proches aidants, de patients et de proches aidants, pour relever les défis principaux psychosociaux qu'ils font face, mais aussi pour augmenter l'activité physique. Donc, comment fonctionne Tempo? Tempo est 5 modules.
Les modules ne sont pas axés sur du contenu. Puis ça, c'est parce qu'on voulait personnaliser Tempo. Parce qu'on nous a dit dans d'autres études, justement, quand on dit ben, on a l'intervention de 10 sessions, puis la session 8, ben, c'est là qu'on parle de comment qu'on parle aux patients, de nos sentiments, ou peu importe. Puis c'est cette session-là qu'on veut, ben, on ne veut pas attendre 8 semaines, là, on le vit là. Il faut faire quelque chose là. Donc, les modules sont axés sur la personnalisation. Donc, les patients et les proches aidants décident d'abord sur quoi ils veulent travailler tout au long de leur parcours avec Tempo, qui est un programme de 12 semaines. Nous leur présentons une liste de 49 défis qui vient de faire face ensemble. Et là, ensuite, ils peuvent aller dans la bibliothèque santé pour voir leur fiche d'autogestion. Fait qu'on espère qu'en sachant, en ayant les fiches d'autogestion, ben, les défis vont sembler moins stressants pour eux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, ils passent au module 2 où ils fixent des objectifs d'autogestion et un plan d'action pour la mise en œuvre. Donc, si on parle d'activité physique, bien, on dit quand, comment qu'on va faire de l'activité physique. Souvent, c'est de la marche. Pour ces gens-là, bien, on va y aller. Bon, il est supposé pleuvoir mercredi. Bien, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Donc, c'est vraiment là, notre calendrier d'autogestion, si on veut, pour une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer nos défis? Alors, on espère que ça va aider à motiver l'autogestion au quotidien, l'action. Et ensuite, on conclut le programme avec les modules 3 à 5 qui sont beaucoup plus axés sur suivre nos progrès, comment ça va, comment ça a été la semaine dernière, qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine pour que ça aille mieux si on n'a pas atteint nos objectifs, quels étaient les obstacles, il a plu, il a fait froid, ça ne me tentait pas, j'étais fatiguée, il est arrivé quelque chose à ma belle-fille, peu importe ce que c'est, bien là, on se remet, on regarde qu'est-ce qui est arrivé, on regarde nos obstacles, on regarde comment on peut les surmonter. Un peu qu'est-ce que souvent on ferait en présentiel pour essayer de gérer un certain défi puis les problématiques ensuite à l'autogestion. Mais on essaie de faire ça de façon automatisée pour qu'on ait une ressource que quand on commence à travailler avec un proche aidant, ben, je ne peux pas le voir avant 3 mois, 2 mois, 4 semaines, ben, au moins on a quelque chose qu'on peut faire un référencement puis qu'on sait que c'est bien soutenu puis c'est ancré dans les évidences probantes. Puis on espère qu'à travers ce processus-là, ben, il va y avoir moins d'anxiété, moins de dépression et une meilleure qualité de vie. Puis le fait que c'est ancré avec le patient et le proche aidant, qu'est-ce qu'on s'est remarqué, c'est qu'ils collaborent ensemble. C'est sûr, pas tous les diades que ça va bien aller, puis des fois, ils choisissent plus des objectifs individuels. Puis c'est correct aussi parce que si chacun va mieux, bien, c'est sûr que leur interaction va aussi aller mieux. Fait qu'on garde ça quand même assez flexible. On a fait des études d'acceptabilité et on a vu qu'en général, ce qui était très intéressant, c'est qu'un des éléments les plus appréciés de Tempo était le module 1, car le sondage sur les défis et le besoin d'aide pour ceux-ci a servi de plateforme pour discussion. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant. Le module 2 aussi était très, très apprécié parce qu'ils remplissent le questionnaire dans le module 1, les besoins et les défis apparaissent dans le module 2, les stratégies d'autogestion, ils vont chercher leur information, ensuite ils sélectionnent leur but. Fait que je vois quand même le temps passer, fait que, il me reste juste quelques diapositives, je vais y aller plus rondement. Les avantages de Tempo étaient aussi très similaires à ceux de faire face ensemble, donc on se rendait compte que ça les a amenés des fois à demander de l'aide supplémentaire, ça a contribué à une meilleure autogestion. Vraiment, encore, c'est de leur perspective lors de nos entrevues avec eux. Ça a augmenté l'activité physique, ça les a aidés à travailler plus ensemble et ça l'a lié à une meilleure communication également. Fait qu'ensuite, on a fait une étude pilote randomisée où 49 patients proches aidants ont été randomisés à Tempo ou sans Tempo. Puis ce que je vais juste mettre l'emphase, c'est qu'en général, le taux de refus était quand même assez bas. On s'était mis comme objectif, tant que ça ne dépasse pas 45 on était à 34 qui est quand même bien. Il n'y avait pas de gros changements au protocole qu'il a fallu faire, qui est encore aussi un bon signe. Deux choses sur cette diapositive que je vais mettre l'emphase. On a commencé à regarder la portée clinique. Est-ce qu'on a des effets sur l'anxiété et la qualité de vie? C'est une petite étude, il faut faire une plus grande étude d'envergure, mais on commence à avoir des signaux qui sont encourageants, à savoir que oui, ça diminue l'anxiété, ça a l'air de diminuer l'anxiété et augmenter la qualité de vie pour le patient et le proche aidant.
Ce qu'on s'est rendu compte toutefois, c'est que l'adhérence était moindre que ce qu'on pensait. L'adhérence est à 45% au lieu de notre objectif à 75%. D'utiliser tous les modules pendant au moins 15 minutes chaque module. La raison n'était pas tant clinique. Et c'était beaucoup parce que, un peu à cause de la technologie, à un certain point, des fois utiliser, bon, les fiches, comment remplir les fiches pour notre objectif. Donc, nous, comme équipe, on se dit, ben encore là, on n'est pas dans la fourchette où on a seulement besoin d'un professionnel de la santé pour nous aider à remplir une fiche sur un site web. Donc, on commence à regarder par des collaborations avec certains centres pour regarder, ben, est-ce que c'est peut-être des bénévoles, du service de bénévoles qui pourraient aider, ou est-ce qu'il y a d'autres non professionnels qui sont disponibles pour nous aider à naviguer Tempo puis encourager l'utilisation. Donc, on est très, très encouragé par cette plateforme. On veut l'adapter à d'autres cancers, à l'intégrer à l'intérieur d'un référencement pour les prochaines ans. Pour encore, je ne dis pas que c'est la seule intervention, je dis que c'est le minimum. On croit que c'est le minimum que tout le monde devrait avoir accès pour les aider à subvenir à leurs besoins ou à essayer de combler leurs besoins. Donc, je vous remercie énormément. J'ai bien hâte aux questions. Je veux juste aussi dire, j'ai une équipe absolument extraordinaire derrière moi pour toutes ces études. Et sans eux, ben, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui.